J'étais en route pour l'aéroport quand j'ai réalisé que mon passeport était encore à la maison. Mais quand je suis rentré et que j'ai entendu mon mari parler à l'étage, je me suis arrêté. Je me suis rapproché, et ce que j'ai entendu a fait trembler mes mains et glacer mon cœur. J'ai réalisé que mon passeport était encore à la maison quand j'étais à mi-chemin de l'aéroport JFK, mes mains fouillant frénétiquement dans mon bagage à main sans rien trouver d'autre que des cartes d'embarquement et des documents de voyage inutiles sans cet unique élément crucial. Je l'avais laissé sur ma table de chevet la veille au soir après avoir vérifié la date d'expiration une dernière fois. L'erreur m'a semblé catastrophique sur le moment, menaçant de faire dérailler la conférence de Londres pour laquelle je me préparais depuis 6 mois. J'ai pris la sortie suivante et suis retourné à Brooklyn Heights, mon esprit calculant déjà quel vol plus tardif je pourrais prendre si je me dépêchais suffisamment. Quand je suis rentré dans notre brownstone, la porte d'entrée était déverrouillée, ce qui aurait dû être mon premier avertissement que quelque chose n'allait pas. Jackson ne laissait jamais les portes déverrouillées, mais j'étais trop concentré sur la récupération de mon passeport et sur le retour sur la route pour y penser attentivement. Puis j'ai entendu sa voix venant de l'étage, et le ton m'a glacé. Il parlait à quelqu'un avec une intimité désinvolte, discutant de transfert de propriété et de procédures de saisie, et de la facilité avec laquelle il avait été de me tromper. Je me suis rapproché de l'escalier, ma formation juridique prenant le pas sur l'envie d'annoncer ma présence. Ce que j'ai entendu dans les 60 secondes qui ont suivi a fait trembler mes mains et glacer mon cœur. Mon mari n'était pas celui que je pensais qu'il était. Notre mariage n'était pas ce que je croyais qu'il était. Et j'étais debout dans ma propre maison à l'écouter planifier ma destruction complète alors qu'il pensait que j'étais en sécurité en route vers un autre continent. Le retour à travers les rues de Brooklyn que j'avais connu toute ma vie a pris 25 minutes. Je n'arrêtais pas de repasser la matinée dans ma tête, à la recherche de signes que j'aurais manqués. Jackson s'était réveillé avant moi, comme il le faisait souvent les jours de voyage. Je l'avais trouvé dans la cuisine en train de préparer le petit déjeuner, du pain perdu à la cannelle, mon café préféré déjà infusé et versé dans ma tasse de voyage. Il m'avait embrassé pendant que je mangeais, sa main posée sur le bas de mon dos, et m'avait dit que je lui manquerais terriblement pendant les 5 prochains jours. J'avais cru chaque mot. Pourquoi n'aurais-je pas dû? 7 ans de mariage ne m'avaient donné aucune raison de douter de sa sincérité ou de remettre en question son amour. Cette conférence de Londres représentait tout ce pourquoi j'avais travaillé depuis que j'avais repris l'entreprise de mon père il y a 4 ans. En tant que responsable des risques de Thornfield Security Solutions, j'étais censé prononcer un discours d'ouverture sur les menaces émergentes en matière de sécurité de l'intelligence artificielle. L'invitation de l'European Cyber Security Alliance était arrivée 6 mois plus tôt, et j'avais passé d'innombrables heures à préparer ma présentation, à affiner mes arguments, à anticiper les questions d'un public d'experts internationaux qui évalueraient chaque mot que je prononcerais. C'était mon moment de prouver que j'avais ma place dans leur monde, qu'une femme pouvait diriger dans un domaine encore dominé par des hommes qui remettent souvent en question mes compétences avant de remettre en question mes idées. Mon père avait créé Thornfield comme une petite entreprise de conseil en cybersécurité travaillant dans un entrepôt transformé à Red Hook avec 2 employés et une poignée de clients locaux. Quand il est mort subitement d'une crise cardiaque, j'avais 28 ans avec un diplôme en droit et exactement 0 expérience dans la gestion d'une entreprise technologique. Tout le monde s'attendait à ce que je vende. Les offres sont arrivées quelques jours après les funérailles, les concurrents tournant autour et supposant que je serais trop submergé par le chagrin et l'inexpérience pour faire autre chose. Au lieu de cela, j'avais passé 4 ans à transformer sa modeste entreprise en une entreprise qui protégeait désormais les entreprises du Fortune 500 contre les menaces numériques. Nous avions 40 employés, des bureaux dans 3 villes et un chiffre d'affaires annuel qui aurait rendu papa fier. Jackson avait été là pendant tout ce temps. Nous nous sommes rencontrés lors d'une conférence juridique à Manhattan, seulement 6 mois après la mort de mon père. J'étais noyé dans le chagrin et la responsabilité accablante de diriger soudainement une entreprise que je comprenais à peine. Il m'avait abordé après ma présentation sur les réglementations en matière de protection des données, sincèrement intéressé par mon travail, posant des questions intelligentes qui montraient qu'il avait réellement écouté. Il était beau d'une manière discrète, avec des cheveux foncés qui commençaient à peine à grisonner aux tempes et des yeux bleus qui semblaient vraiment me voir, et pas seulement la façade professionnelle que j'avais appris à porter. Notre cours s'est déroulé de manière naturelle et sans hâte. Nous avons passé des soirées à avoir de longues conversations autour d'un dîner sur nos rêves et nos peurs. Il cuisinait pendant que je travaillais tard sur des propositions de clients, m'apportant du vin et prenant de mes nouvelles sans me faire me sentir coupable des heures que je consacrais à la construction de l'entreprise. Il ne s'est jamais plaint de mon emploi du temps ni n'a exigé que je choisisse entre lui et ma carrière. Au lieu de cela, il m'a soutenu, encouragé,
est devenu la personne en qui j'avais le plus confiance au monde. Quand il m'a demandé en mariage lors d'un week-end dans les Fingerlacs, debout sur un quai au coucher du soleil avec l'eau qui se colorait d'or autour de nous, j'ai dit oui sans une seule hésitation. Le mariage avait été petit et intime, juste la famille et les amis proches, organisés dans le jardin de ma mère à Cobble Hill. Jackson a pleuré quand il m'a vu descendre l'allée improvisée entre les rangées de chaises blanches, et je me suis souvenu avoir pensé que mon cœur allait exploser de bonheur. Ma mère l'avait embrassé après, en lui murmurant que mon père l'aurait aimé, qu'elle était reconnaissante que j'ai trouvé quelqu'un qui prendrait soin de moi comme papa l'avait toujours fait. Jackson avait été particulièrement merveilleux avec ma mère après notre mariage. Elle vivait seule dans la brownstone de Cobble Hill où j'avais grandi, la même maison où mon père l'avait portée sur le seuil comme jeune marié en 1985. Le bâtiment était plus qu'une simple maison. C'était 3 générations d'histoire familiale, des souvenirs gravés dans chaque pièce, la présence de mon père planant toujours dans le jardin qu'il avait planté et les bibliothèques qu'il avait construites de ses propres mains. Après la mort de papa, ma mère a lutté à la fois contre le chagrin et les aspects pratiques de la gestion de la propriété. Le bâtiment avait des logements locatifs au rez-de-chaussée qui nécessitaient un entretien constant. Il y avait des problèmes de locataires qui devaient être gérés, des réparations qui ne pouvaient pas attendre, des impôts fonciers qui semblaient augmenter chaque année à mesure que le quartier s'embourgeoisait autour d'elle. Elle trouvait tout cela accablant, et je voyais sa confiance s'éroder alors qu'elle essayait de naviguer dans un monde que mon père avait toujours géré pour elle. Jackson s'est porté volontaire pour l'aider, passant des week-ends à réparer les robinets qui fuyaient et à examiner les documents financiers qui faisaient que ses yeux se voilaient de confusion. J'avais été tellement reconnaissante de sa volonté de jouer ce rôle, de prendre soin de ma mère comme si elle était sa propre famille. Il était patient avec elle d'une manière dont j'avais parfois du mal à l'être, ne lui faisant jamais sentir qu'elle était stupide de ne pas comprendre des choses qui lui semblaient évidentes. Quand il a suggéré de regrouper certains des comptes financiers de la famille pour faciliter la gestion, cela a semblé une solution réfléchie de quelqu'un qui voulait vraiment alléger nos fardeaux. Ma mère a signé les documents de procuration qu'il avait préparés, lui faisant entièrement confiance. Je les ai contresignés sans lire les petits caractères, trop occupé par une présentation majeure pour un client pour examiner attentivement les papiers de mon propre mari. Nous lui remettions les clés de tout ce que mes parents avaient construit, et aucun de nous n'avait la moindre idée de ce que nous faisions. Maintenant, je me tenais dans le hall de notre brownstone, la main agrippant la rampe, écoutant la voix de Jackson venant de son bureau au 3e étage. Le ton était complètement différent de tout ce que j'avais entendu auparavant. Il y avait de la satisfaction dedans, presque du plaisir, alors qu'il discutait de transfert de propriété et de procédure de saisie avec quelqu'un qu'il appelait ma chérie. Le mot a fait que ma poitrine s'est serrée. Il ne m'avait jamais appelé ma chérie. Il utilisait mon nom, ajoutant parfois des termes d'affection comme chérie ou bébé, mais ma chérie appartenait à quelqu'un d'autre. Je me suis forcé à rester absolument immobile et à écouter. Ma formation juridique s'est mise en marche, prenant le pas sur la réponse émotionnelle qui voulait que je monte ces escaliers et que je le confronte immédiatement. Recueillir d'abord des informations. Ne jamais faire d'accusations sans preuve. Ce sont des principes qui m'avaient bien servi dans les affaires, et maintenant je les appliquais à mon mariage en ruine sans même y penser. Jackson disait quelque chose sur le fait que je venais de partir pour l'aéroport, que cette femme stupide avait cru à l'histoire de Londres. Les mots ressemblaient à une agression physique, chacun d'eux atterrissant avec précision et un impact dévastateur. Il a parlé des documents qui étaient prêts, de la maison de ma mère qui serait saisie mardi, de la façon dont j'avais tout signé moi-même et de la façon dont je l'avais remercié d'avoir aidé à gérer les finances de la famille. J'ai serré la rampe plus fort, mes jointures blanchissant sous la pression. La maison de ma mère, la brownstone de Cobble Hill qui contenait tous les souvenirs de mon enfance, chaque morceau de mon père qui nous restait. Jackson en parlait comme si c'était juste une autre propriété, juste un autre actif à liquider et à diviser. Puis il a prononcé les mots qui ont tout changé. Après toutes ces années à faire semblant d'aimer cette femme frigide et contrôlante, je vais enfin obtenir ce que je mérite, ce que nous méritons tous les deux, ma chérie. Faire semblant. 7 ans de mariage réduit à une performance. 7 ans de mon amour accueilli avec un mépris que j'avais été trop aveugle pour voir. Je me suis tenu dans ce hall et j'ai senti quelque chose de fondamental changer en moi, quelque chose qui ressemblait à une mort et à une renaissance se produisant simultanément. La femme qui avait quitté cette maison il y a 40 minutes n'existait plus. Elle avait été confiante, aimante, peut-être même naïve dans sa conviction que l'homme qu'elle avait épousé était exactement celui qu'il prétendait être. La femme qui se tenait ici maintenant était quelqu'un d'entièrement différent, quelqu'un de plus froid,
quelqu'un dont l'esprit commençait déjà à travailler sur les implications de ce qu'elle avait entendu avec la même précision analytique qu'elle appliquait aux menaces de cybersécurité au travail. Jackson croyait que j'étais parti. Il pensait avoir 5 jours pour finaliser son plan pendant que je restais béatement ignorante à travers un océan. Il n'avait aucune idée que je me tenais 6 mètres plus bas, écoutant chaque mot, mon esprit juridique commençant déjà à cataloguer les preuves et à élaborer une stratégie. Mes mains tremblaient, mais pas de peur ni même de chagrin. Elles tremblaient de rage qui ressemblait à de l'électricité qui me traversait les veines, de la soudaine compréhension que j'avais vécue à l'intérieur d'une arnaque élaborée pendant 7 ans, et de la froide détermination à faire payer Jackson pour chaque mensonge qu'il m'avait jamais dit. J'avais besoin d'en entendre plus. Chaque instinct me criait de monter ces escaliers et de le confronter, d'exiger des explications et des réponses, mais ma formation juridique me maintenait en place. Preuve d'abord, compréhension ensuite, action en dernier. Je me suis rapproché de l'escalier avec un soin délibéré, plaçant chaque pied avec précaution pour éviter les endroits qui, je le savais, annonceraient ma présence. La 3e marche en partant du bas grinçait toujours sous la pression. Le palier à mi-hauteur avait une planche lâche près de la balustrade. Cette année passée à vivre dans cette maison m'avait appris son langage, et maintenant cette connaissance devenait ma protection. La voix de Jackson continuait de descendre avec une parfaite clarté. Notre brownstone avait été construite en 1920 avec de hauts plafonds et des boiseries d'origine qui transportaient le son de manière inattendue. Ce qui semblait être une conversation privée au 3e étage pouvait être entendu distinctement dans le hall si vous saviez où vous tenir. Je me suis positionné à la base des escaliers où l'acoustique était la plus nette et j'ai forcé ma respiration à ralentir et à se calmer. « Non, non, ne t'inquiète pas, disait-il, son ton rassurant d'une manière qui me retournait l'estomac. Au moment où elle reviendra dans 5 jours, tout sera verrouillé. Les documents de transfert de propriété sont prêts. La brownstone de sa mère sera saisie mardi. La vieille dame ne vérifie même plus ses comptes. La brownstone de ma mère. Les mots ont atterri comme une agression physique. Cette maison valait près de 2 millions de dollars sur le marché actuel, mais sa valeur allait bien au-delà de l'argent. 3 générations de ma famille y avaient vécu. Ma grand-mère était morte dans la chambre à coucher à l'étage. Mon père avait demandé ma mère en mariage dans le jardin. J'avais fait mes premiers pas sur le parquet du salon. Chaque brique contenait un souvenir. Chaque pièce contenait des morceaux de personnes que nous avions aimées et perdues. Et Jackson en parlait aussi nonchalamment que s'il s'agissait d'une simple transaction immobilière. Et le meilleur, continua-t-il, et je pouvais entendre le sourire dans sa voix, la satisfaction de quelqu'un qui se croyait intelligent et intouchable. Elle a tout signé elle-même, chaque document au cours de la dernière année. Elle m'a même remercié d'avoir aidé à gérer les biens de la famille pendant qu'elle était si occupée par son travail. Le souvenir est revenu avec une clarté nauséabonde. Il y a 8 mois, Jackson m'avait présenté une pile de papier à la table de la cuisine un soir. Il avait expliqué que le regroupement des comptes familiaux faciliterait la gestion, que ma mère se perdait dans plusieurs relevés de différentes banques, que la simplification du processus réduirait le stress pour tout le monde. Je me préparais à une présentation majeure pour un client à ce moment-là, mon ordinateur portable ouvert à côté de mon assiette, mon esprit déjà à mi-chemin des protocoles de sécurité que je devais revoir. J'avais signé là où il avait indiqué sans lire attentivement, lui faisant entièrement confiance parce qu'il était mon mari, et pourquoi mon mari me ferait-il du mal? Après toutes ces années à faire semblant d'aimer cette femme frigide et contrôlante, dit Jackson, et sa voix changea légèrement, devenant plus dure et plus froide. Je vais enfin obtenir ce que je mérite, ce que nous méritons tous les deux. Ma chérie, ma chérie. Il parlait à quelqu'un d'autre, quelqu'un qui n'était pas sa femme, quelqu'un qui était son partenaire dans ce plan, son complice dans la destruction de ma vie. La trahison a doublé dans cet instant, se multipliant en quelque chose de si vaste que je pouvais à peine en comprendre les dimensions. Ce n'était pas qu'un simple vol. Ce n'était pas qu'une simple fraude. C'était une violation intime par quelqu'un avec qui j'avais partagé un lit, quelqu'un à qui j'avais confié mon corps, mon cœur et l'héritage de ma famille. Je l'ai entendu rire à quelque chose que l'autre femme a dit. Ce son authentique d'amusement que j'avais toujours cru susciter en lui lors de soirées paisibles à la maison. Ce rire dont j'étais tombée amoureuse pendant nos fiançailles. Sauf que maintenant je comprenais qu'il n'avait jamais été pour moi. Peut-être que rien n'avait jamais été pour moi. Peut-être que je vivais avec un étranger qui portait le visage de mon mari, qui simulait l'affection avec une habileté consommée tout en ne ressentant que du mépris. Elle atterrira à Londres complètement ignorante, continuait Jackson.
J'ai déjà programmé les rendez-vous à la banque pour demain matin. La vente aux enchères pour saisie est fixée à mardi après-midi. Mercredi, nous aurons le contrôle de la propriété et pourrons la revendre immédiatement. Le marché à Cobble Hill est dingue en ce moment. On prévoit un bénéfice net de 700 000 $ après avoir remboursé l'hypothèque et la ligne de crédit. 700 000 $. C'est ce que valait la maison de ma mère pour lui. Pas les souvenirs, ni l'histoire, ni le fait qu'une femme âgée qui avait déjà perdu son mari allait maintenant perdre le seul endroit qui lui donnait l'impression d'être chez elle. Juste des chiffres sur un bilan. Juste des profits à extraire et à diviser. Je sais, chérie. Je sais, dit-il, sa voix s'adoucissant avec une affection qui me faisait physiquement mal à la poitrine. Encore quelques jours et c'est fini. On pourra enfin arrêter de faire semblant et se barrer d'ici. Peut-être quelque part au chaud cette fois. Tu parlais du Costa Rica. On pourrait faire ça. Acheter quelque chose sur la plage. La vie. La vie qu'on planifie depuis toutes ces années. Costa Rica. La maison sur la plage. La vie qu'ils avaient planifiée. Pendant que je travaillais 60 heures par semaine à bâtir une entreprise, pendant que je voyageais pour des conférences et des réunions avec des clients, pendant que je lui faisais confiance pour être la base stable de notre mariage, il planifiait une escapade avec une autre femme. Planifiant de tout voler et de disparaître pendant que je me retrouverais avec rien d'autre que les débris d'une vie que je pensais réelle. J'aurais dû me sentir dévasté. J'aurais dû m'effondrer là, sur le sol, brisé par l'ampleur de la trahison. Au lieu de cela, quelque chose d'autre se passait en moi. Quelque chose de froid, de tranchant et de concentré. Le choc se transformait en clarté, la douleur se cristallisait en but. Mon esprit a commencé à analyser les implications avec la même précision analytique que j'appliquais aux menaces de cybersécurité au travail. Jackson croyait que j'étais à l'aéroport. Il pensait que j'embarquais à bord d'un vol qui m'emmènerait hors du pays pendant 5 jours. Il n'avait aucune idée que je me tenais dans notre maison, écoutant chaque mot, apprenant toute l'étendue de son plan. Cette ignorance était une arme que je pouvais utiliser. Cet avantage temporaire était tout. Je l'ai entendu se déplacer à l'étage, ses pas traversant le sol du bureau. Je devrais y aller, dit-il à la femme au téléphone. Je dois rencontrer l'avocat cet après-midi pour finaliser les papiers. Je t'appelle ce soir après que tout soit signé. Je t'aime, chérie. Je t'aime. Il lui a dit qu'il l'aimait avec la même désinvolture que la plupart des gens utilisaient pour dire au revoir. Combien de fois m'avait-il dit ces mots en ne pensant absolument rien? Combien de moments d'intimité n'avaient été que performance, calcul, manipulation stratégique conçue pour me maintenir docile et confiante? J'ai entendu le clic de son téléphone se déconnecter, puis le silence. Il était probablement en train de revoir des documents, de vérifier son calendrier, de s'assurer que chaque pièce de son plan était positionnée correctement. Il n'avait aucune raison de suspecter que quelque chose n'allait pas. Aucune raison de croire que son plan parfait venait d'être exposé par quelque chose d'aussi banal qu'un passeport oublié. Je me suis éloigné de l'escalier avec la même précision que j'avais utilisée pour m'en approcher. La planche du plancher près du placard à manteau, le léger grincement du bois franc près de la porte. Je les ai tous évités, me déplaçant comme un fantôme dans ma propre maison jusqu'à ce que j'atteigne la porte d'entrée et que je l'entrouvre juste assez pour me glisser à travers. La porte s'est refermée derrière moi avec un doux clic qui a résonné comme un coup de feu dans la rue calme. J'ai marché vers ma voiture à pas mesurés, bien que chaque nerf de mon corps me hurlait de courir. Mes mains ont tâtonné avec les clés, et j'ai dû essayer 2 fois avant de pouvoir déverrouiller la portière. Une fois à l'intérieur, je suis resté immobile pendant plusieurs longues minutes, fixant notre immeuble en grès brun à travers le pare-brise, essayant de réconcilier le bâtiment que j'avais aimé avec la scène de crime qu'il venait de devenir. Mon téléphone était posé dans le porte-gobelet où je l'avais placé pendant le trajet de retour depuis l'autoroute. Je l'ai pris et j'ai regardé l'écran se brouiller alors que les larmes finissaient par venir. Pas des larmes de tristesse, des larmes de rage si intenses qu'elles me brûlaient les yeux. J'avais construit une vie avec cet homme. Je lui avais confié tout ce qui comptait. J'avais cru en notre avenir ensemble avec une foi qui me semblait maintenant incroyablement naïve. Mais pleurer n'aiderait pas. S'effondrer ne protégerait pas ma mère, ni ne sauverait sa maison, ni ne récupérerait ce qui avait été volé. J'avais besoin de penser clairement, d'agir stratégiquement, de devenir quelqu'un que Jackson n'avait jamais imaginé que je pourrais être. La femme qui avait quitté cette maison en voiture il y a 40 minutes l'aurait immédiatement confrontée. Aurait exigé des explications,
aurait probablement cru à tous les mensonges qu'il lui aurait racontés. Cette femme était partie. La femme assise dans cette voiture maintenant comprenait qu'elle était en guerre. Et la première règle de la guerre était de ne jamais laisser votre ennemi savoir que vous arrivez. J'ai démarré le moteur et me suis éloigné du trottoir, me forçant à conduire à une vitesse normale. Même si tous mes instincts me disaient d'écraser l'accélérateur et de mettre autant de distance que possible entre moi et cet immeuble en grès brun, mes mains agrippaient le volant si fort que mes doigts me faisaient mal, mais la douleur physique m'aidait à me recentrer, me permettait de me concentrer sur ce qui devait se passer ensuite plutôt que sur ce que je venais de découvrir. Jackson croyait que j'étais à l'aéroport en ce moment. Il pensait que j'étais en train de m'enregistrer pour mon vol, de passer la sécurité, d'embarquer à bord d'un avion qui me transporterait à travers l'Atlantique et le laisserait libre d'exécuter son plan sans interférence. Cette croyance était le seul avantage que j'avais, et je devais le protéger à tout prix. Je ne pouvais pas rentrer à la maison. Je ne pouvais pas le contacter. Je ne pouvais rien faire qui l'alerterait du fait que son calendrier soigneusement construit venait d'être brisé par quelque chose d'aussi banal qu'un passeport oublié. J'ai traversé Brooklyn sans destination précise en tête au début, juste en me déplaçant, en mettant de la distance entre moi et la vie qui s'était révélée être une performance soigneusement orchestrée. Mon téléphone était posé dans le porte-gobelet, et je n'arrêtais pas de le regarder, m'attendant à ce que Jackson appelle et sache d'une manière ou d'une autre que j'avais tout entendu. Mais l'écran restait noir et silencieux. Il n'avait aucune raison de soupçonner que quelque chose n'allait pas. Dans son esprit, j'étais déjà parti. Après près de 10 minutes de conduite en pilote automatique, je me suis retrouvé à me garer sur le parking d'un café à Park Slope, à 3 quartiers de Brooklyn Heights. C'était un endroit où je n'étais jamais allé auparavant. Un endroit où Jackson n'aurait aucune raison de me chercher, même s'il découvrait d'une manière ou d'une autre que je n'avais pas embarqué à bord de mon vol. Le café était calme à cette heure-ci, avec seulement quelques clients dispersés aux tables, la plupart absorbés par leurs ordinateurs portables ou leurs livres. J'ai choisi une cabine dans le coin arrière où je pouvais voir l'entrée, mais restais relativement caché de l'observation occasionnelle. Mes mains tremblaient alors que je sortais mon téléphone. J'avais besoin d'aide, mais je devais être stratégique quant aux personnes que je contactais et à ce que je révélais. Le mauvais geste maintenant pourrait tout détruire. J'ai pris plusieurs respirations profondes, me forçant à penser clairement malgré l'adrénaline qui circulait encore dans mon système. Des années de gestion de situations de crise au travail m'avaient appris que la panique était l'ennemi d'une action efficace. Évaluation d'abord, stratégie ensuite, mise en œuvre en troisième. Le premier appel est allé à Diana, mon assistante de direction. Elle a répondu à la deuxième sonnerie, sa voix véhiculant son efficacité professionnelle habituelle. Mia, tu devrais bientôt embarquer. Tout va bien? J'ai besoin que tu fasses quelque chose pour moi, dis-je, gardant ma voix aussi stable que possible. Et j'ai besoin que tu ne poses pas de questions tout de suite. Tu peux faire ça? Il y a eu une brève pause, et je pouvais presque l'entendre recalculer, reconnaissant le sérieux dans mon ton. Diana travaillait pour moi depuis 6 ans. Elle savait quand quelque chose n'allait vraiment pas, bien sûr. De quoi as-tu besoin? Appelle les organisateurs de la conférence à Londres. Dis-leur que j'ai eu une urgence familiale et que je ne peux pas y assister. Ensuite, j'ai besoin que tu me couvres au bureau. Si quelqu'un demande où je suis, dis-lui que je suis à la conférence comme prévu. Joignable uniquement par email. Une autre pause, plus longue cette fois. Mia, qu'est-ce qui se passe? Es-tu en sécurité? Cette simple question a failli briser le sang-froid que j'essayais désespérément de maintenir. Diana n'était pas qu'une employée. Elle était devenue une amie au fil des ans, quelqu'un qui remarquait quand j'étais stressé ou dépassé, qui m'apportait du café pendant les longs après-midi et me couvrait quand les réunions prenaient du retard. L'inquiétude dans sa voix me piquait les yeux, mais je les ai repoussés. Je suis en sécurité, ai-je réussi à dire. Je te promets que je t'expliquerai tout bientôt, mais pour l'instant, j'ai besoin que tu me fasses confiance et que tu fasses exactement ce que je te demande. Tu es à Londres, dit Diana doucement. Compris, Mia. Quoi qu'il arrive, je te couvre. J'ai mis fin à l'appel avant que ma voix ne puisse se briser et je suis resté à fixer l'écran de mon téléphone pendant un long moment. Une étape accomplie. Maintenant, le plus dur. Vanessa avait été ma colocataire à l'université, la personne qui m'avait soutenu lors du décès de mon père et des premiers mois terrifiants de la gestion de Thornfield alors que je n'avais aucune idée de ce que je faisais. Après l'obtention de son diplôme, elle était devenue expert comptable judiciaire,
spécialisée dans le suivi des actifs cachés et la découverte de fraudes financières pour les cabinets d'avocats et les clients privés. Nous nous rencontrions encore pour dîner une fois par mois lorsque nos emplois du temps le permettaient, maintenant le genre d'amitié profonde qui survit à la distance et aux carrières chargées. Si quelqu'un pouvait m'aider à comprendre l'ampleur de ce que Jackson avait fait, c'était Vanessa. Elle a répondu à la première sonnerie. Mia, je pensais que tu t'envolais pour Londres aujourd'hui. J'ai besoin de ton aide, dis-je, et cette fois je n'ai pas pu empêcher un léger tremblement dans ma voix, et j'ai besoin d'une confidentialité absolue. Peux-tu venir à Brooklyn tout de suite? Qu'est-ce qui ne va pas? Tu as une drôle de voix. S'il te plaît, Vanessa, je ne peux pas expliquer au téléphone. Peux-tu venir? Je suis dans mon bureau à Manhattan. Je peux être là dans 30 minutes. Où? Je lui ai donné l'adresse du café et j'ai raccroché, puis j'ai commandé un café que je n'avais pas l'intention de boire juste pour justifier d'occuper la cabine. La barista était jeune, probablement une étudiante qui travaillait entre les cours, et elle m'a souri avec le genre de gentillesse automatique qui semblait complètement déconnecté de la réalité dans laquelle je vivais. J'ai ramené mon café à la cabine et je suis resté à fixer la vapeur qui montait de la tasse, la regardant se tordre et se dissiper dans l'atmosphère climatisée. Vanessa est arrivée en 28 minutes, ses cheveux retirés en un chignon professionnel, son expression passant de l'inquiétude à l'alarme lorsqu'elle s'est glissée dans la cabine en face de moi et a bien regardé mon visage. « Parle-moi, dit-elle simplement. Alors je lui ai raconté tout ce que j'avais entendu, la conversation sur les transferts de propriété et les saisies immobilières, l'immeuble de ma mère vendu à son insu, les documents que j'avais signés sans comprendre ce qu'ils signifiaient vraiment, la femme que Jackson appelait chérie, sa partenaire dans le plan qu'il avait mis en œuvre. Au moment où j'ai terminé, l'expression de Vanessa s'était transformée de l'alarme en la froide concentration professionnelle que je lui avais vu utiliser lors de l'analyse des dossiers financiers dans les affaires judiciaires. « Nous devons examiner tes comptes, dit-elle, sortant déjà son ordinateur portable de son sac. Tous. Les comptes joints, les portefeuilles d'investissement, les biens immobiliers, tout. Et nous devons le faire tout de suite avant qu'il n'ait la chance de s'en rendre compte. Tu sais, je peux accéder à la plupart depuis mon téléphone, dis-je, sortant mon application bancaire avec des doigts qui tremblaient encore légèrement. Ce que nous avons découvert au cours des 2 heures suivantes a fait paraître le choc initial de l'écoute de la conversation de Jackson presque pittoresque en comparaison. Vanessa a travaillé avec une précision méthodique, me guidant dans l'accès à des comptes que j'avais à peine regardés depuis des mois parce que j'avais fait confiance à mon mari pour gérer nos finances de manière compétente. Confiance. Ce mot n'arrêtait pas de résonner dans ma tête avec une ironie de plus en plus amère. Le compte courant joint semblait normal à première vue, des dépôts réguliers de mon salaire, des dépenses normales pour l'épicerie, les services publics, les paiements hypothécaires. Mais lorsque Vanessa a commencé à examiner l'historique des transactions plus attentivement, des schémas ont émergé qui m'ont retourné l'estomac. Petits transferts sortant du compte, généralement entre 1500 cents et $3000, se produisant toutes les quelques semaines au cours des 18 derniers mois. Les montants étaient soigneusement calibrés pour rester en dessous du seuil qui déclencherait les alertes automatiques de fraude de la banque. « Où va cet argent ?» ai-je demandé, regardant les doigts de Vanessa voler sur son clavier. « Un compte enregistré au nom de quelque chose qui s'appelle Hearthstone Property, dit-elle, sa voix serrée de colère maîtrisée. « Donne-moi quelques minutes. J'ai besoin de passer quelques appels. » Elle est sortie pour utiliser son téléphone, parlant dans le jargon technique abrégé des spécialistes de la criminalistique financière, et je suis resté assis seul dans la cabine à la regarder à travers la fenêtre. Elle a passé 3 appels, chacun de plus en plus long, et à chaque conversation, son expression est devenue plus sombre. Quand elle est finalement revenue à l'intérieur et s'est assise en face de moi, je savais que les nouvelles allaient être pires que je ne l'avais imaginé. « Mia, dit-elle avec précaution. Jackson Roer Brennan n'est pas son vrai nom. Ou plutôt, Brennan n'est pas son nom de famille d'origine. » Elle tourna l'écran de son ordinateur portable vers moi, et je me suis retrouvé à fixer un casier judiciaire. Jackson Roer, reconnu coupable de fraude à l'investissement dans le Connecticut il y a 8 ans, a purgé 2 ans dans une prison à sécurité minimale, libéré sur parole, et a immédiatement déposé une demande de changement de nom légal, ajoutant Brennan comme nom de famille pour créer une nouvelle identité qui ne déclencherait pas de vérification d'antécédents ou ne ferait pas sourciller les victimes potentielles. Il y a 8 ans, 1 an avant que je ne le rencontre à cette conférence juridique à Manhattan, 1 an avant qu'il ne m'approche après ma présentation avec ce que je croyais être un intérêt sincère pour mon travail. Tout avait été calculé dès le premier instant. Il y a plus, dit Vanessa doucement,
et elle fit apparaître des profils de médias sociaux sur son écran. Une femme nommée Sienna Hartley, 26 ans, blonde et belle, son fil Instagram rempli de vacances de luxe et d'achats de créateurs. Et là, en arrière-plan d'une photo de plage, partiellement obscurcie mais indubitable, se trouvait Jackson. C'est sa partenaire, dit Vanessa. Ils sont listés comme copropriétaires de Hearthstone Property. Et Mia, ils ont déjà fait ça avant. Mon téléphone vibra avec un message texte vers minuit. Texto. L'écran brillait dans l'obscurité de ma chambre d'hôtel, et je fixais les mots avec un détachement qui semblait presque surréaliste. Tu me manques déjà. J'espère que le vol n'a pas été trop difficile. Appelle-moi quand tu atterris demain matin. Il avait même ajouté un emoji cœur à la fin. Ce petit symbole numérique qui était censé représenter l'affection, mais qui ressemblait maintenant à une moquerie. Je n'ai pas répondu immédiatement. Au lieu de cela, j'ai calculé le décalage horaire, réfléchi à l'heure à laquelle on pouvait raisonnablement s'attendre à ce que quelqu'un arrivant à Londres après un vol de nuit appelle, et pris note de le contacter à l'heure appropriée. Chaque détail comptait maintenant. Chaque action devait soutenir la fiction que j'étais exactement là où il me croyait. Mais le sommeil ne viendrait pas cette nuit-là. J'étais allongé dans le lit inconnu de l'hôtel du sud de Manhattan où je m'étais enregistré sous le nom de Diana, fixant le plafond et pensant à ma mère. Elle dormirait à cette heure-ci dans la maison en grès brun de Cobble Hill, complètement inconsciente que la maison dans laquelle elle vivait depuis 40 ans était en train d'être volée. Jackson avait programmé la vente aux enchères de saisie pour mardi. Aujourd'hui, c'était jeudi. J'avais 5 jours pour l'arrêter, mais je devais d'abord comprendre exactement ce qu'il avait fait. Le matin arriva avec une lumière grise filtrant à travers les rideaux de l'hôtel. Je me suis douché et habillé mécaniquement, puis je suis allé à Cobble Hill avant de pouvoir remettre en question la décision. Ma mère se levait tôt, l'avait toujours été, et je savais que je la trouverais éveillée même à 7 heures du matin. La maison en grès brun était exactement comme elle l'avait toujours été, sa façade en briques chaudes sous le soleil du matin. Le jardin que mon père avait planté prospérait toujours malgré son absence. Je suis resté assise dans ma voiture pendant plusieurs minutes, rassemblant le courage pour une conversation que je ne voulais absolument pas avoir. Comment dire à sa mère que l'homme en qui elle avait confiance, l'homme qui avait réparé ses robinets qui fuyaient et examiné ses relevés bancaires et l'avait traité avec une telle gentillesse apparente, l'avait systématiquement volé? Elle ouvrit la porte en peignoir, la surprise et le plaisir traversant son visage quand elle me vit. « Mia, ma chérie, que fais-tu ici? Je pensais que tu t'envolais pour Londres hier. » Changement de programme, maman. Je peux entrer? Elle se décala, se dirigeant déjà vers la cuisine pour faire du café. Cette hospitalité automatique qui était ancrée en elle depuis l'enfance. Je la suivis à travers des pièces remplies de meubles qui avaient été témoins de 3 générations de vie familiale. Devant des photographies sur les murs montrant le visage de mon père figé dans des moments de bonheur jusqu'à la cuisine où la lumière du soleil traversait les fenêtres donnant sur le jardin. « Tout va bien ?» demanda-t-elle, posant 2 tasses sur le comptoir. « Tu as l'air fatigué. J'ai besoin de te demander quelque chose et j'ai besoin que tu sois complètement honnête avec moi. Peux-tu me montrer tous les papiers que Jackson t'a donnés récemment? Tout ce qui concerne la maison ou tes comptes bancaires? » Son expression passa d'une agréable inquiétude à la confusion. « De quoi s'agit-il, Mia? S'il te plaît, maman, montre-moi juste ce que tu as. » Elle disparut dans le petit bureau à côté du salon, l'espace que mon père utilisait pour gérer les finances du ménage, et revint avec un dossier contenant des documents que je n'avais jamais vus auparavant. Je les ai étalés sur la table de la cuisine et j'ai senti mon estomac se contracter en lisant page après page de documents juridiques que ma mère avait signés sans comprendre. Jackson avait refinancé la maison en grès brun il y a 18 mois, contractant une nouvelle hypothèque qui était près du double du solde restant sur le prêt initial. Il avait également ouvert une ligne de crédit hypothécaire pour un montant supplémentaire de $200 000. Les documents étaient sophistiqués, remplis d'un langage juridique qui aurait dérouté quiconque sans formation en droit immobilier. Et Jackson avait expliqué à ma mère qu'il s'agissait de mises à jour administratives de routine qui réduiraient ses dépenses mensuelles et simplifieraient sa gestion financière. « Tu as dit que cela faciliterait les choses, dit doucement ma mère, me regardant lire. Tu as dit que les paiements diminueraient. Je n'ai jamais dit ça, maman. Jackson a dit ça, mais tu as signé aussi. Juste ici. » Elle montra une ligne de signature, et je vis mon propre nom écrit d'une écriture qui était assez proche de la mienne pour passer une inspection rapide, mais pas tout à fait correcte dans les détails. La falsification était bonne, professionnelle,
le travail de quelqu'un qui s'était entraîné. Quand a-t-il fait signer ça, demandai-je, gardant ma voix aussi stable que possible. Il y a environ 1 an et demi. Il les a apportés un après-midi où tu voyageais pour le travail. Il a dit que tu avais déjà tout examiné et approuvé, qu'il avait juste besoin de ma signature pour finaliser les documents. J'avais confiance en lui, Mia. C'est ton mari. Pourquoi n'aurais-je pas confiance en lui? J'ai ouvert mon application bancaire et accédé au compte de ma mère en utilisant les informations qu'elle m'avait données il y a des années pour les urgences. Ce que j'ai trouvé a fait légèrement pencher la pièce. Le refinancement avait généré plus de 300 000 $ en espèces, de l'argent qui aurait dû être déposé sur le compte de ma mère. Au lieu de cela, il avait disparu dans des comptes enregistrés au nom de Hearthstone Property, la société écran que Vanessa avait identifiée. Les paiements hypothécaires mensuels n'avaient pas été effectués depuis 4 mois. Des frais de retard et des pénalités s'étaient accumulés. La banque avait engagé une procédure de saisie il y a 2 semaines, envoyant des avis à une boîte postale que Jackson contrôlait. Maman, dis-je prudemment. À quand remonte la dernière fois que tu as réellement reçu un relevé bancaire par la poste? Elle y réfléchit, la confusion s'accentuant sur son visage. Jackson a dit qu'il avait tout passé en relevés électroniques pour économiser du papier. Il a dit qu'il les examinerait et me ferait savoir s'il y avait des problèmes. Bien sûr, il l'avait fait. Il avait intercepté chaque communication qui aurait pu l'alerter sur ce qui se passait. Elle avait vécu dans sa maison sans savoir qu'elle était sur le point de la perdre. Ta maison est en cours de saisie, lui dis-je, les mots ressemblant à des pierres dans ma bouche. La vente aux enchères est prévue pour mardi. La couleur disparut de son visage. Elle s'assit lourdement sur l'une des chaises de la cuisine, sa main se tendant pour saisir le bord de la table. Ce n'est pas possible. Jackson a dit que tout allait bien. Il a dit que la nouvelle hypothèque facilitait tout. Jackson t'a volé, maman. Nous a volé à tous les deux, et je vais l'arrêter, mais j'ai besoin que tu me fasses confiance maintenant et que tu ne le contactes pour rien de tout cela. Peux-tu faire ça? Elle hocha lentement la tête, les larmes commençant à couler sur son visage. Et je sentis la rage me consumer avec une intensité renouvelée. Il ne s'agissait pas seulement d'argent ou de propriété. Il s'agissait de détruire le sentiment de sécurité d'une femme âgée, de profiter de son chagrin et de sa vulnérabilité, de violer la confiance qu'elle avait accordée à quelqu'un qu'elle croyait faire partie de sa famille. J'ai passé les 2 heures suivantes avec ma mère, à parcourir tous les documents que Jackson lui avait jamais donnés, à tout photographier avec mon téléphone. Puis j'ai appelé Vanessa et je lui ai donné les informations dont elle avait besoin pour remonter à la source de l'argent et documenter la fraude. Ma mère est restée assise en silence pendant la majeure partie de cette période, essuyant occasionnellement les larmes de son visage, luttant pour assimiler la réalité que l'homme qui avait semblé si serviable l'avait systématiquement volé. J'aurais dû faire plus attention, dit-elle finalement. J'aurais dû poser plus de questions. Ce n'est pas de ta faute, maman. Jackson est un professionnel. C'est ce qu'il fait. Il cible les personnes vulnérables et confiantes et il les manipule si habilement qu'elles ne voient jamais rien venir. Mais même en prononçant ces mots, j'ai senti le poids de ma propre culpabilité. J'avais fait entrer Jackson dans nos vies. J'avais garanti pour lui, j'avais eu confiance en lui, je lui avais donné accès à tout ce qui comptait. Si quelqu'un avait dû percer à jour sa performance, c'était bien moi. Cet après-midi-là, je suis allé au bureau de Martin dans le centre de Manhattan, l'avocat d'affaires qui s'occupait des affaires juridiques de Thornfield depuis que mon père avait créé l'entreprise. J'avais appelé à l'avance pour lui dire que j'avais besoin de le voir de toute urgence et en privé, que je ne pouvais pas me rendre dans les bureaux de Thornfield car j'étais censé être à Londres et je ne pouvais pas risquer d'être vu par des employés qui pourraient le mentionner à Jackson. Le bureau de Martin occupait le 42e étage d'une tour de verre donnant sur l'East River, avec des surfaces polies et des œuvres d'art coûteuses qui projetaient la compétence et le succès. Il m'a rencontré dans une salle de conférence privée, son expression grave alors que je lui exposais tout ce que Vanessa avait découvert sur la véritable identité de Jackson et l'étendue de sa fraude. J'ai besoin de savoir si l'entreprise est vulnérable, lui dis-je, étalant des documents sur la table de conférence. S'il m'a volé personnellement et a volé ma mère, qu'est-ce qui l'empêche de s'en prendre à Thornfield? Martin a examiné les documents avec une alarme croissante, son expression s'assombrissant lorsqu'il a reconnu la sophistication des faux. Ceux-ci sont bons, dit-il doucement. Vraiment bons. Quelqu'un qui connaissait bien la structure de votre documentation d'entreprise a créé ceci. Il a ouvert des fichiers numériques sur son ordinateur portable,
comparant les documents falsifiés aux documents légitimes dans les archives de Thornfield. Les similitudes étaient inquiétantes. Jackson avait d'une manière ou d'une autre eu accès à des modèles d'entreprise, des formulaires d'autorisation, des documents d'assurance qui auraient dû être complètement sécurisés. S'il présente cela aux bonnes personnes au bon moment, dit Martin, il pourrait potentiellement geler les actifs de l'entreprise en attendant la résolution des questions de propriété, il pourrait faire une réclamation contre l'entreprise dans une procédure de divorce. Il pourrait même être en mesure de se positionner comme ayant une part dans l'entreprise grâce à certaines de ses autorisations falsifiées. L'héritage de mon père, tout ce que j'avais construit en 4 ans de travail acharné, tout était vulnérable parce que j'avais fait confiance à la mauvaise personne. Que devons-nous faire, demandai-je. Nous déposons immédiatement des ordonnances de protection. Des injonctions d'urgence empêchant tout transfert d'actifs de l'entreprise ou toute réclamation de propriété. Je vais les faire rédiger et déposer dans les 2 heures. J'ai quitté le bureau de Martin me sentant un peu moins impuissante, mais pas moins en colère. Jackson ne s'en était pas pris qu'à moi. Il avait ciblé tout et tout ce qui me tenait à cœur, ma mère, mon entreprise, l'héritage que mon père avait laissé derrière lui. Ce soir-là, je suis retourné dans ma chambre d'hôtel et j'ai fait quelque chose que j'évitais depuis le début de ce cauchemar. J'ai appelé Jackson, pas de mon téléphone habituel, mais d'un téléphone jetable que Vanessa m'avait acheté, en faisant transiter l'appel par un service VPN qui le ferait apparaître comme si j'appelais de Londres. Chaque détail devait être parfait. Chaque élément de la performance devait être impeccable. Il a répondu à la 2e sonnerie, sa voix chaleureuse avec ce que je reconnaissais maintenant comme une affection fabriquée. « Salut chérie, comment s'est passée ta première journée à la conférence ?» Je me suis forcé à avoir l'air fatigué mais enthousiaste, comme quelqu'un le serait après une longue journée de présentation et de réseautage. Épuisant mais bien. La conférence d'ouverture de ce matin était fascinante. Tout sur les protocoles de cryptage quantique. J'ai pris tellement de notes que ma main est crispée. Ça te ressemble bien, dit-il avec un rire qui me faisait sourire autrefois. Toujours la perfectionniste. As-tu eu la chance de manger quelque chose ou étais-tu trop occupé à impressionner tout le monde? L'intimité désinvolte dans son ton me donnait la chair de poule, mais j'ai gardé mon sang-froid. J'ai pris un sandwich entre les sessions. Le décalage horaire me frappe plus fort que je ne l'avais prévu. Je pense que je vais me coucher tôt ce soir. Bonne idée. Repose-toi bien. Tu me manques. Tu me manques aussi, dis-je, le mensonge ayant le goût de cendre dans ma bouche. Je t'appellerai demain après ma présentation. Après que nous ayons raccroché, je suis resté assise à regarder le téléphone dans ma main, m'émerveillant de la facilité avec laquelle la tromperie était venue. Est-ce ce que Jackson ressentait chaque fois qu'il me parlait? Ce strange déconnexion entre les mots prononcés et la réalité sous-jacente. La pensée me rendait malade, mais j'ai mis le sentiment de côté. Il y aurait du temps pour traiter les dommages émotionnels plus tard. Pour l'instant, je devais me concentrer sur la stratégie. Le lendemain matin, vendredi, j'ai rencontré Vanessa dans un café différent, celui-ci dans le quartier financier près de l'endroit où vivait Sienna. Vanessa avait passé les 2 derniers jours à remonter la trace de chaque menace financière de l'opération de Jackson, et le tableau qu'elle avait dressé était stupéfiant dans son ampleur et son audace. 647 000 $, dit-elle, faisant glisser un dossier sur la table vers moi. C'est combien ils ont pris à toi et à ta mère combinés. Mais il y a plus dans des comptes liés à d'anciennes victimes. J'estime qu'ils ont volé près de 2 millions de $ au cours de la dernière décennie. 2 millions de $. De multiples vies détruites. Et pourquoi faire? Pour que Jackson et Sienna puissent vivre dans des appartements de luxe et prendre des vacances coûteuses pendant que leurs victimes luttaient pour se reconstruire à partir de l'épave. J'ai trouvé autre chose, continua Vanessa, son expression sombre. Rachel Montgomery, le médecin du Connecticut. Ce n'est pas la première victime. Il y avait une femme avant elle, Patricia Ellis. Elle était banquière d'investissement à Boston. Jackson et Sienna lui ont pris près de 800 000 $ il y a 9 ans. Après qu'ils aient disparu avec son argent, Patricia a essayé de se reconstruire, mais le stress a déclenché une maladie cardiaque qu'elle ne connaissait pas. Elle est décédée 6 mois plus tard. Elle avait 39 ans. Le dossier contenait des photographies que Vanessa avait extraites d'anciens comptes de médias sociaux et d'articles de presse. Patricia Ellis souriant à un gala de charité. Patricia Ellis recevant un prix d'excellence financière. La nécrologie de Patricia Ellis, indiquant une crise cardiaque comme cause du décès,
mais ne faisant aucune mention de la fraude qui l'avait précédé. Ils l'ont tué, dis-je doucement. Peut-être pas directement, mais ils l'ont tué quand même. Et Lauren Prescott s'est suicidée après qu'il l'ait détruite, ajouta Vanessa. Mia, ces gens ne sont pas seulement des voleurs. Ce sont des prédateurs qui laissent des corps derrière eux. Si nous ne les arrêtons pas maintenant complètement et définitivement, ils recommenceront avec quelqu'un d'autre. Je savais qu'elle avait raison. Se protéger et protéger ma mère ne suffisait pas. Cela devait se terminer d'une manière qui garantisse que Jackson et Sienna ne pourraient plus jamais blesser personne. Cet après-midi-là, j'ai fait quelque chose que même Vanessa pensait risqué. Je suis allé à l'appartement de Sienna dans le quartier financier. Je m'étais préparé avec soin, m'habillant en tenue professionnelle qui suggérait plutôt les affaires que la confrontation, portant un portfolio en cuir qui contenait un dispositif d'enregistrement caché. Quand j'ai frappé à sa porte, j'arborais une expression de professionnalisme amical qui ne laissait rien transparaître de la rage qui brûlait sous la surface. Sienna a répondu, portant des vêtements de sport de créateur qui coûtaient probablement plus que le loyer mensuel de la plupart des gens. Elle était encore plus frappante en personne que sur ses photos de médias sociaux, avec le genre de beauté sans effort qui venait d'un entretien coûteux et d'une chance génétique. Son expression était amicale mais prudente, la lassitude de quelqu'un qui vivait une vie construite sur la tromperie et avait appris à évaluer rapidement les menaces. « Puis-je vous aider » demanda-t-elle, n'ouvrant pas complètement la porte. « J'espère bien. Je m'appelle Jennifer Ross. Je suis une journaliste pigiste qui écrit un article sur les jeunes entrepreneurs dans le secteur de l'investissement immobilier. Votre nom est apparu dans mes recherches et j'espérais que vous auriez quelques minutes pour parler de votre succès avec Hearthstone Property. » J'ai regardé son expression passer de la prudence à l'intérêt. L'avidité et la vanité, les deux faiblesses qui rendent les escrocs vulnérables à se faire escroquer eux-mêmes. Elle a ouvert la porte plus largement et m'a fait signe d'entrer. Son appartement était exactement ce à quoi je m'attendais, des fenêtres du sol au plafond donnant sur le port, des meubles qui appartenaient à des magazines de design, des œuvres d'art sur les murs qui étaient soit très chères, soit de très bonnes reproductions. Tout dans l'espace criait l'argent, et je savais avec certitude que rien de tout cela n'avait été gagné, honnêtement. Je suis toujours heureuse de parler de mon travail, dit Sienna, s'installant sur un canapé en cuir blanc et me faisant signe de m'asseoir en face d'elle. Qu'est-ce que vous aimeriez savoir en particulier ? Je lui ai posé des questions sur l'investissement immobilier, sur son modèle d'entreprise, sur la façon dont elle avait connu un tel succès à un jeune âge. Elle a répondu avec une fluidité rodée, tissant une histoire de recherche de marché et d'investissement intelligent et de prise de risque calculée. Chaque mot était un mensonge, mais elle prononçait les mensonges avec une confiance totale. Après environ 15 minutes de cette performance, j'ai légèrement modifié la conversation. Je suis particulièrement intéressé par la façon dont vous identifiez les propriétés sous-évaluées. Quel est votre processus pour trouver des opportunités que d'autres investisseurs pourraient manquer ? Eh bien, il s'agit vraiment de comprendre la psychologie humaine, dit-elle, s'enthousiasmant pour le sujet. Les gens prennent des décisions émotionnelles concernant la propriété, surtout lorsqu'ils se trouvent dans des situations vulnérables. Si vous pouvez identifier ces situations tôt, vous pouvez vous positionner pour acquérir des actifs à une valeur inférieure à celle du marché. Situation vulnérable. Elle décrivait ses victimes sans même s'en rendre compte. C'est fascinant, dis-je, me penchant légèrement en avant. Pouvez-vous me donner un exemple précis ? Évidemment, rien de confidentiel, mais peut-être un scénario général de la façon dont cela fonctionne dans la pratique. Elle hésita un instant, et je pouvais la voir calculer s'il fallait continuer, mais la combinaison de la flatterie et de ce qu'elle percevait comme un intérêt journalistique l'emporta sur la prudence. D'accord, donc par exemple, il y a une propriété à Cobble Hill sur laquelle nous concluons la semaine prochaine. La propriétaire est une femme âgée qui s'est sentie dépassée par la gestion de l'immeuble après la mort de son mari. Nous l'avons aidée à refinancer pour faciliter les choses. Et maintenant, nous sommes en position d'acquérir la propriété à la vente aux enchères de saisie pour environ 60% de sa valeur marchande. Une fois que nous la retournerons, nous examinerons un profit d'environ 700 000 $. La maison de ma mère. Elle était assise dans son appartement de luxe en train de discuter du vol de la maison de ma mère avec l'indifférence désinvolte de quelqu'un qui décrivait une transaction commerciale de routine. L'appareil d'enregistrement dans mon porte-document a capturé chaque mot. C'est impressionnant, ai-je dit, en gardant une voix neutre malgré la fureur qui montait dans ma poitrine. Et vous faites ça avec un partenaire, n'est-ce pas ? Jackson Brennan. Jackson ROR, corrigea-t-elle automatiquement, puis se reprit.
Je veux dire, oui, Jackson Brennan. Nous travaillons ensemble depuis des années. J'ai sorti mon téléphone et l'ai ouvert sur une photographie. Pas de Sienna et Jackson, mais de Patricia Ellis et Lauren Prescott, les deux victimes dont les vies avaient pris fin à cause de ce que Jackson et Sienna leur avaient fait. Reconnaissez-vous ces femmes, ai-je demandé, tenant le téléphone là où elle pouvait voir l'écran. Son visage est devenu pâle. Qui êtes-vous? Je ne m'appelle pas Jennifer Ross. Je m'appelle Mia Thornfield. Et cette propriété à Cobble Hill que vous prévoyez de voler? C'est la maison de ma mère, celle que vous et Jackson avez systématiquement dépouillée pendant qu'il prétendait être mon mari. Elle s'est levée rapidement, reculant vers la porte. Je pense que vous devriez partir. Ces femmes sont mortes, ai-je continué, ma voix restant calme malgré les émotions qui bouillonnaient en moi. Patricia Ellis et Lauren Prescott sont mortes à cause de ce que vous et Jackson leur avez fait. Combien d'autres, Sienna? Combien de vies avez-vous détruites? Sortez de mon appartement, dit-elle, sa voix s'élevant. Sortez ou j'appelle la police. Je vous en prie, ai-je dit, me levant mais ne me dirigeant pas vers la porte. J'adorerais expliquer à la police exactement ce que vous et Jackson avez fait. J'ai la documentation de tout, relevés bancaires, faux documents, preuves de vos victimes précédentes. J'ai passé les 3 derniers jours à monter un dossier qui vous mettra tous les deux en prison pendant très longtemps. Sa main était sur son téléphone, mais elle n'avait pas encore composé le numéro. Je pouvais voir son esprit travailler, essayant de calculer ses options et les trouvant toutes bloquées. Ou, ai-je continué, vous pourriez coopérer. Dites-moi tout, chaque détail de votre opération, chaque compte où vous avez caché de l'argent, chaque victime que vous avez ciblée. Faites cela et peut-être que je mentionnerai votre coopération lorsque je parlerai au procureur de district. Elle m'a regardé pendant un long moment, et j'ai vu l'instant précis où son instinct de survie a pris le dessus sur sa loyauté envers Jackson. Je veux un avocat, dit-elle. Et je veux l'immunité. Alors vous feriez mieux d'avoir quelque chose qui vaille la peine d'être échangé, ai-je répondu. Sienna se rassit sur son canapé en cuir blanc, mais la posture confiante d'avant avait disparu. Ses épaules étaient tendues, ses mains jointes sur ses genoux, et je pouvais voir son esprit travailler à travers des calculs qui produisaient rapidement des résultats défavorables. Elle était acculée, et elle le savait. J'ai besoin de passer un appel, dit-elle finalement, sa voix manquant de la confiance qu'elle avait affichée quelques minutes auparavant. Allez-y, ai-je répondu, me rassis sur ma chaise avec mon porte-document enregistrant toujours chaque mot. Mais comprenez que le temps presse. Jackson prévoit d'exécuter votre plan demain matin. Une fois qu'il aura fait cela, vous tomberez tous les deux ensemble. Mais si vous coopérez avec moi maintenant avant qu'il ne fasse son geste, vous pourriez avoir quelque chose à négocier. Elle a pris son téléphone mais n'a pas composé le numéro immédiatement. Au lieu de cela, elle a regardé l'écran comme s'il pouvait fournir des réponses à des questions qu'elle avait peur de poser. Quand elle a finalement parlé, sa voix était calme. Depuis combien de temps le savez-vous? 5 jours. Je suis rentré de l'obtention de mon passeport et j'ai entendu Jackson au téléphone avec vous discuter de la façon dont j'étais stupide et de la facilité avec laquelle il avait été de me tromper. J'ai passé chaque instant depuis lors à monter un dossier contre vous deux. Elle leva les yeux vers moi et, pour la première fois, je vis autre chose qu'un calcul dans son expression. De la peur, authentique et non dissimulée. Il a dit que vous étiez à Londres. C'est ce qu'il croit. C'est ce que tout le monde croit sauf les personnes qui m'aident à monter le dossier contre lui. Contre vous deux. Je veux conclure un accord, dit-elle brusquement, l'immunité totale en échange de tout ce que je sais. Ce n'est pas à moi de décider. Mais je peux vous dire que le procureur de district sera beaucoup plus intéressé à vous parler si vous fournissez des informations avant que Jackson n'exécute demain matin qu'après. En ce moment, vous êtes des co-conspirateurs. Mais si vous le dénoncez en premier, vous devenez un témoin au lieu d'un simple accusé. Elle a ensuite appelé un avocat dont je ne connaissais pas le nom, parlant à voix basse que je ne pouvais pas tout à fait comprendre. La conversation a duré plusieurs minutes, et quand elle a raccroché, une partie de la peur avait été remplacée par une expression plus dure qui suggérait qu'elle avait pris une décision. Mon avocat dit que je ne devrais pas vous parler sans qu'il soit présent et sans un accord formel du bureau du procureur de district. Avocat intelligent, ai-je dit, me levant et ramassant mon porte-document. Vous devriez l'écouter. Mais comprenez quelque chose, Sienna. Chaque heure que vous attendez est une heure que Jackson se rapproche de l'exécution. Et une fois qu'il l'aura fait, votre valeur en tant que témoin coopérant diminuera considérablement.
Réfléchissez à si vous voulez couler avec lui ou vous sauver. Je me suis dirigé vers la porte, puis me suis arrêté et me suis retourné pour lui faire face. Patricia Ellis et Lauren Prescott. Ces femmes sont mortes à cause de ce que vous et Jackson avez fait. Vous ne pouvez pas les ramener, mais vous pouvez vous assurer qu'il n'y aura plus de victimes après moi. Cela doit signifier quelque chose, même pour quelqu'un comme vous. J'ai quitté son appartement et suis retourné à ma voiture où Vanessa attendait sur le siège passager. Elle avait surveillé l'enregistrement à distance via un appareil connecté à mon porte-documents, et son expression était sombre. Elle va craquer, a dit Vanessa. Je pouvais l'entendre dans sa voix. Elle a plus peur de la prison qu'elle n'est loyale envers Jackson. Bien. Laissez-la avoir peur. La peur fait dire aux gens la vérité. Le dimanche soir est arrivé avec le poids de tout ce qui allait se passer pesant sur mes épaules. Je me suis assise dans ma chambre d'hôtel et j'ai composé un SMS à Jackson, en le faisant passer par le VPN pour qu'il semble que je l'envoyais de Londres. Le message était simple et ordinaire, exactement ce qu'il attendrait d'une épouse revenant d'un voyage d'affaires. Embarquement du vol bientôt. Devrait atterrir vers 8h votre heure. J'ai hâte de te voir. Sa réponse est arrivée en quelques secondes. J'ai hâte de te voir aussi. Tu m'as tellement manqué. Bon vol, ma puce. J'ai regardé ces mots pendant longtemps, en pensant à la facilité avec laquelle les mensonges pouvaient être déguisés en affection. À quel point Jackson était doué pour jouer des émotions qu'il ne ressentait pas. Puis j'ai éteint le téléphone et j'ai essayé de dormir, sachant que demain nécessiterait chaque once de force et de clarté que je pouvais rassembler. Le lundi matin est arrivé avec des nuages gris menaçant la pluie. Je me suis réveillé à 5 heures, j'ai pris une douche et je me suis habillé avec le costume bleu marine que mon père avait autrefois complimenté, celui qu'il disait me faire ressembler à quelqu'un qui pouvait commander le respect dans n'importe quelle pièce. Le souvenir de ces mots m'a stabilisé alors que je traversais les rues vides de Brooklyn en direction de notre Brownstone, me garantissant en face de la rue où je pouvais surveiller la porte d'entrée sans être immédiatement visible. Jackson a émergé à 8h30 exactement à l'heure prévue. Il était vêtu d'un costume anthracite que je lui avais acheté pour notre anniversaire il y a 2 ans, portant le porte-documents en cuir qu'il utilisait pour les réunions d'affaires importantes. Il avait l'air confiant, déterminé, un homme qui se croyait sur le point d'un succès majeur. Il est monté dans sa voiture et s'est éloigné du trottoir, et je l'ai suivi à une distance prudente. Sa première destination était la banque de Cobble Hill qui détenait l'hypothèque de ma mère. Je savais grâce à la préparation de Martin que Jackson prévoyait de finaliser les documents de saisie et de s'arranger pour acheter la propriété par le biais de l'une de ses sociétés écrans. Ce qu'il ne savait pas, c'est que Martin avait passé le week-end à coordonner avec le service juridique de la banque, à présenter des preuves de fraude et à obtenir leur coopération dans ce qui allait se passer. Je me suis garé à un demi-pâté de maison et j'ai regardé Jackson franchir les portes d'entrée de la banque. Il est resté à l'intérieur pendant moins de 3 minutes avant de ressortir, et même de loin, je pouvais voir que quelque chose avait changé dans son comportement. Sa démarche confiante avait été remplacée par quelque chose de plus rapide, de plus agité. Il était au téléphone avant d'atteindre le trottoir, sa main libre gesticulant vivement alors qu'il parlait à la personne à l'autre bout du fil. Je n'avais pas besoin d'entendre la conversation pour savoir ce qui s'était passé. Martin l'attendait à l'intérieur avec l'ordonnance d'urgence du tribunal, suspendant la saisie, ainsi que des responsables de la banque qui avaient été informés de l'enquête sur la fraude. Le plan parfait de Jackson venait de rencontrer son premier obstacle majeur, et il essayait de comprendre comment cela s'était produit. Il est remonté dans sa voiture et s'est dirigé vers Manhattan, et j'ai continué à le suivre. Son prochain arrêt serait probablement le cabinet de son avocat, ou peut-être qu'il essaierait d'accéder à certains des comptes qu'il prévoyait de vider. Quoi qu'il en soit, il était sur le point de découvrir que toutes les avenues qu'il avait soigneusement construites au cours des 18 derniers mois avaient été bloquées. Mais je n'étais pas encore prête à le confronter. Je voulais qu'il passe encore quelques heures à essayer d'exécuter son plan, à se heurter à barrière après barrière, à regarder son plan s'effondrer pièce par pièce avant qu'il ne comprenne qui était responsable. Ce n'est qu'alors que j'apparaîtrais et le laisserais voir ce que sa victime parfaite était devenue. Au lieu de cela, je suis retourné à Brooklyn Heights et je suis entré dans notre Brownstone par l'entrée arrière. J'ai traversé la maison tranquillement, rassemblant quelques articles dont j'aurais besoin et obtenant des copies de documents qui seraient des preuves dans l'affaire pénale. Je pouvais entendre la voix de Jackson à l'étage dans son bureau parlant au téléphone avec une frustration et une urgence croissante. Quelque chose ne va pas, disait-il. La saisie a été bloquée. Ordonnance d'urgence du tribunal, ont-ils dit,
et les comptes bancaires sont gelés. Quelqu'un a déposé des injonctions. Qui aurait pu faire ça? Elle est censée être à Londres. Elle ne sait même pas. J'ai monté les escaliers sans essayer de cacher mes pas cette fois. La troisième marche à partir du bas a craqué sous mon poids, et j'ai entendu la voix de Jackson s'interrompre au milieu de la phrase. Lorsque j'ai atteint l'embrasure de la porte de son bureau, il se tenait près de son bureau avec son téléphone toujours à la main, me regardant avec une expression d'incompréhension totale. « Mia, qu'est-ce que tu fais ici? Pourquoi n'es-tu pas à Londres ?» Je suis entré dans le bureau, en maintenant une distance qui me semblait sûre et stratégique. Je ne suis jamais allé à Londres, Jackson. Je suis rentré de l'obtention de mon passeport et je t'ai entendu au téléphone avec Sienna, planifiant de tout me voler à moi et à ma mère. J'ai passé les 5 derniers jours à monter un dossier contre toi. Son visage a subi plusieurs transformations rapides, confusion, alarme, calcul, et enfin une tentative d'expression de mari inquiet qui m'avait trompé pendant 7 ans. Je ne sais pas ce que tu crois avoir entendu, mais tu as clairement mal compris quelque chose. Laisse-moi t'expliquer. Arrête, ai-je dit, ma voix coupant sa tentative de manipulation. Je sais tout, Jackson. Ou devrais-je t'appeler Jackson ROR? C'est ton vrai nom, n'est-ce pas? Celui que tu utilisais avant d'aller en prison pour fraude dans le Connecticut. Il s'est complètement figé, toute expression pratiquée disparaissant pour révéler quelque chose de brut et de désespéré en dessous. Je sais pour Sienna, ai-je continué. Je sais pour Patricia Ellis et Lauren Prescott et Rachel Montgomery. Je sais pour les sociétés écrans et les faux documents et les $600 000 que tu as volés à moi et à ma mère. Et je sais qu'en ce moment tous les comptes que tu prévois de vider sont gelés. Chaque propriété que tu prévois de voler est protégée. Et chaque institution que tu prévois de frauder a été informée de qui tu es vraiment. La bouche de Jackson s'est ouverte et fermée sans produire de son, son cerveau luttant visiblement pour traiter ce qui se passait. L'homme qui avait été si confiant quelques heures auparavant, qui se croyait en train d'exécuter le crime parfait, se tenait maintenant dans son propre bureau, confronté à la destruction complète de tout ce qu'il avait construit. « Tu ne comprends pas » a-t-il finalement réussi à dire, sa voix prenant une qualité suppliante que je n'avais jamais entendue auparavant. « Ce n'est pas ce que tu crois. Oui, j'ai fait des erreurs, mais je peux tout expliquer. Nous pouvons arranger ça ensemble. Arrête de parler, ai-je dit, ma voix portant une froideur qui m'a surprise même moi. Chaque mot qui sort de ta bouche est un autre mensonge, et j'en ai fini d'écouter des mensonges. La police est en route. Un détective du bureau du procureur de district sera ici dans l'heure. Tu peux garder tes explications pour eux. Il a fait un pas vers moi, et j'ai instinctivement reculé, ma main cherchant mon téléphone. Le mouvement l'a arrêté, et j'ai vu quelque chose changer dans son expression, la reconnaissance peut-être que la femme qui se tenait devant lui n'était pas la personne qu'il avait épousée, pas la victime confiante qu'il avait passé 7 ans à cultiver. Mia, s'il te plaît, écoute-moi juste pendant 5 minutes. Laisse-moi t'expliquer comment c'est arrivé, comment les choses sont devenues incontrôlables. Je n'ai jamais voulu que ça aille aussi loin. Tu n'as jamais voulu voler $600 000 à moi et à ma mère. Tu n'as jamais voulu falsifier des documents et commettre une fraude. Tu n'as jamais voulu me cibler spécifiquement après la mort de mon père parce que tu me voyais comme vulnérable et riche. Quelle partie de tes 10 ans de destruction de la vie de femme n'avais-tu pas l'intention de faire, Jackson? Son visage est devenu rouge, la colère perçant enfin la tentative désespérée de manipulation. Tu te crois si intelligente, n'est-ce pas? Tu penses avoir gagné quelque chose ici? Tu n'as aucune idée de ce que tu as fait. Tu n'as aucune idée à qui tu as affaire. En fait, je sais exactement à qui j'ai affaire. Jackson ROR, fraudeur condamné, escroc en série, prédateur qui a détruit de multiples vies et laissé au moins 2 femmes mortes. Je sais exactement qui tu es maintenant. La seule question est de savoir si tu comprends qui je suis. Le bruit des sirènes qui approchaient nous a fait nous tourner tous les deux vers la fenêtre. 3 voitures de police se garaient devant notre brownstone, leur lumière clignotant dans le matin gris. Le visage de Jackson est devenu blanc comme il a regardé des agents sortir des véhicules et s'approcher de la porte d'entrée. « C'est de ta faute, a-t-il dit, se retournant vers moi avec du venin dans la voix. Tu ne pouvais pas juste laisser les choses être. Tu devais creuser, tu devais tout gâcher. Nous aurions pu arranger ça tranquillement, mais tu devais en faire ça. Non, ai-je dit fermement. C'est de ta faute. Chaque conséquence à laquelle tu vas faire face est le résultat direct des choix que tu as faits. Tu as choisi de me cibler.
Tu as choisi de voler ma mère. Tu as choisi de construire toute ta vie sur la fraude et la manipulation. Assume-le, Jackson. Pour une fois dans ton existence misérable, assume ce que tu as fait. La sonnette a sonné, suivie de coups forts. J'ai dépassé Jackson et j'ai descendu les escaliers pour laisser la police entrer, le laissant seul dans son bureau sans nulle part où s'échapper. L'arrestation a été rapide et professionnelle. Le détective Morrison du bureau du procureur de district a lu ses droits à Jackson tandis que 2 agents en uniforme sécurisaient la scène et commençaient à recueillir des preuves. J'ai regardé depuis le salon alors qu'il conduisait Jackson en bas des escaliers menottés, son costume coûteux ayant soudainement l'air froissé et déplacé sur lui, son visage un masque de panique à peine contrôlé. Alors qu'il le faisait passer devant l'endroit où je me tenais, il m'a regardé une dernière fois. « Je t'ai aimé », a-t-il dit doucement. Au moins au début. C'était réel. Non, ce n'était pas le cas, ai-je répondu. Et nous le savons tous les deux. Ils l'ont emmené, et je suis resté dans le hall de l'immeuble en grès brun qui avait été notre foyer, ne ressentant qu'un étrange vide là où je pensais qu'il devrait y avoir de la douleur ou du triomphe, quelque chose de plus substantiel que ce creux sentiment de conclusion. Le lendemain matin, j'étais assise en face du détective Morrison dans une salle de conférence au bureau du procureur de district dans le centre de Brooklyn. Entre nous se trouvaient des dossiers contenant chaque pièce à conviction que j'avais rassemblée au cours de la semaine passée, organisés avec la même attention méticuleuse aux détails que j'appliquais aux évaluations de cybersécurité au travail. C'est remarquable, a déclaré le détective Morrison, en examinant le calendrier que j'avais construit montrant chaque transaction, chaque document falsifié, chaque point de contact entre Jackson et ses victimes. En 20 ans de travail sur des affaires de fraude, je n'ai jamais vu une victime présenter un tel niveau de documentation. La plupart des gens sont tellement traumatisés par la découverte de la fraude qu'ils peuvent à peine fonctionner, et encore moins mener une enquête. J'étais traumatisé, ai-je dit doucement, mais j'étais aussi en colère. Et je sais comment mener des enquêtes. Cela fait partie de ce que je fais professionnellement. J'ai juste appliqué ces mêmes compétences à ma situation personnelle. Il a acquiescé, prenant des notes sur un bloc-notes juridique. La conversation enregistrée avec Sienna Hartley est particulièrement précieuse. Elle a admis être au courant de l'arnaque, vous avoir spécifiquement ciblé, avoir fait cela à des victimes précédentes. Il sera extrêmement difficile pour son avocat de s'en débarrasser. Elle a appelé son avocat après que j'ai quitté son appartement. Je suppose qu'elle essaie de négocier une sorte d'accord. C'est le cas, a confirmé le détective Morrison. Son avocat a pris contact hier après-midi. Elle veut une immunité totale en échange de son témoignage contre Jackson, de la fourniture de documents sur l'ensemble de leurs opérations et de l'identification d'autres victimes que nous pourrions ne pas connaître. Allez-vous lui accorder l'immunité ? Il s'est penché en arrière sur sa chaise, réfléchissant attentivement à la question. Probablement pas une immunité totale, mais nous pourrions offrir une peine réduite en échange de sa coopération. La vérité est que nous avons besoin de son témoignage pour présenter le dossier le plus solide possible contre Jackson. Elle peut décrire leur méthodologie, expliquer comment ils ont recherché et ciblé des victimes, fournir des preuves établissant qu'il s'agit d'une entreprise criminelle continue plutôt que de simples actes individuels de fraude. Cela transforme cela en quelques années de prison au lieu de potentiellement des décennies. Bien, ai-je dit simplement. Je veux qu'il soit en prison aussi longtemps que la loi le permet. Non pas parce que je suis vengeresse, mais parce que chaque année qu'il passe enfermé est une année où il ne peut pas faire ça à quelqu'un d'autre. Il y a autre chose que vous devriez savoir, a poursuivi le détective Morrison, en sortant un autre dossier de sa mallette. Après que la nouvelle de l'arrestation de Jackson a commencé à circuler, nous avons reçu des appels de 3 femmes supplémentaires qui pensent avoir été victimes de lui et de Sienna. Une en Pennsylvanie, une dans le New Jersey, une dans le Massachusetts. Les affaires remontent à près de 12 ans. Nous enquêtons toujours, mais le schéma est cohérent avec ce que vous avez documenté. 12 ans. Plus de victimes que même Vanessa n'avait pu identifier. Combien de vies Jackson avait-il détruites ? Combien de femmes lui avaient fait confiance comme je l'avais fait, pour découvrir trop tard que tout n'avait été qu'une performance ? Je veux les aider, ai-je dit. Les autres victimes, s'il y a quoi que ce soit que je puisse faire pour soutenir leur cas ou les aider à se rétablir, je veux le faire. Le détective Morrison a souri légèrement. Je pensais que vous diriez ça. Je vais m'assurer que vous soyez mis en contact avec le coordinateur des services aux victimes. En attendant, nous déposerons des accusations formelles plus tard dans la journée. Plusieurs chefs d'accusation de fraude, de falsification,
de vol d'identité et de conspiration. Jackson risque entre 15 et 20 ans s'il est reconnu coupable de tous les chefs d'accusation. L'audience préliminaire a eu lieu 3 semaines plus tard dans une salle d'audience de Brooklyn qui sentait le vieux bois et le cirage. J'étais assise dans la galerie avec ma mère à mes côtés, regardant Jackson être amené, portant une combinaison orange qui le rendait plus petit et moins important que l'homme qui avait dominé ma vie pendant 7 ans. Son avocate, une femme à l'air vif dans un costume coûteux, était assise à côté de lui, chuchotant ce que je supposais être des instructions stratégiques. Le procureur a exposé l'affaire avec une précision clinique, décrivant le schéma de fraude qui avait commencé il y a plus de 10 ans et s'était poursuivi avec de multiples victimes dans de multiples États. Elle a présenté des preuves de documents falsifiés, de transferts de propriétés frauduleux, de fonds volés totalisant bien plus d'1 million de dollars lorsque toutes les victimes ont été prises en compte. Elle a diffusé des extraits de l'enregistrement que j'avais fait de Sienna, sa voix remplissant la salle d'audience alors qu'elle décrivait comment elle ciblait des femmes vulnérables et leur volait tout ce qu'elle possédait. Jackson est resté immobile pendant la majeure partie de l'audience, son visage étant soigneusement neutre. Mais j'ai vu ses mains se serrer lorsque le procureur a mentionné Patricia Ellis et Lauren Prescott, les 2 femmes dont la vie s'était terminée après qu'il les avait ruinées financièrement. Lorsque le procureur a terminé, l'avocate de Jackson s'est levée et a plaidé que la plupart des preuves étaient circonstancielles, que mon enregistrement de Sienna avait été obtenu sous de faux prétextes, que Jackson avait le droit de présenter sa propre version des faits au procès. Le juge a écouté impassible, puis a fixé une caution de 2 millions de dollars, un montant que Jackson ne pouvait absolument pas réunir étant donné que tous ses actifs avaient été gelés. Alors qu'il le reconduisait hors de la salle d'audience, les yeux de Jackson ont croisé les miens dans la galerie. Il n'y avait aucune supplique dans son expression cette fois, aucune tentative de manipulation, juste une froide haine qui confirmait tout ce que j'avais compris sur qui il était vraiment. Ma mère a tendu la main et m'a serré la main. « Ton père serait fier de toi », a-t-elle murmuré, pas seulement pour avoir arrêté Jackson, mais pour la façon dont tu l'as fait, avec intelligence et stratégie au lieu de simplement de l'émotion. J'ai serré sa main en retour, sentant les larmes me piquer les yeux pour la première fois depuis le début de ce cauchemar. J'aimerais que papa soit là, ai-je dit doucement. J'aimerais qu'il puisse nous protéger de ça. Il nous a protégés, a répondu ma mère. Il t'a élevé pour que tu sois forte, intelligente et capable de te protéger. C'est le plus beau cadeau qu'un parent puisse faire. Nous avons quitté le palais de justice ensemble cet après-midi, ma mère et moi, descendant les marches de pierre dans une lumière grise de novembre qui semblait appropriée pour le moment. Il n'y avait pas de célébration, pas de sentiment de victoire, juste un épuisement tranquille qui venait du fait d'avoir porté le poids de la trahison pendant si longtemps et d'être enfin autorisé à le déposer. Que se passe-t-il maintenant, a demandé ma mère alors que nous arrivions dans la rue où j'avais garé ma voiture. Comment nous reconstruire, ai-je dit simplement. Tout ce qu'il a essayé de détruire, nous le remettons ensemble, mieux et plus fort qu'avant. Mais je savais, même en prononçant ces mots, que la reconstruction serait plus compliquée que cette déclaration ne le suggérait. Certaines choses, une fois brisées, ne pourraient jamais être entièrement restaurées à leur forme originale. Elles ne pourraient être que transformées en quelque chose de différent, quelque chose qui porterait les cicatrices de ce qui leur avait été fait. Les mois qui ont suivi la condamnation de Jackson ont été remplis de nécessités pratiques qui ont laissé peu de place au traitement émotionnel. Vanessa a travaillé avec des experts comptables légistes et les forces de l'ordre pour retracer les fonds volés à travers le labyrinthe de sociétés écrans et de comptes offshore que Jackson et Sienna avaient créés. Le processus de recouvrement a été lent et frustrant, compliqué par le fait qu'une partie importante de l'argent avait été dépensée pour le style de vie luxueux de Sienna et ne pourrait jamais être récupéré. Les vêtements de marque et les vacances exotiques ne laissent aucun actif à saisir, aucun compte à geler, juste des reçus documentant comment les économies de toute une vie d'autres personnes avaient été converties en plaisir temporaire. En fin de compte, nous avons récupéré environ 62% de ce qui m'avait été volé, à moi et à ma mère. Pas tout, mais suffisamment pour stabiliser ce que Jackson avait essayé de détruire. J'ai utilisé une partie de ces fonds recouvrés pour rembourser complètement l'immeuble en grès brun de ma mère, puis j'ai travaillé avec Martin pour établir une fiducie qui protégerait la propriété de toute tentative future de fraude ou de manipulation. La maison qui avait failli être perdue était désormais sécurisée d'une manière qui donnait à ma mère une véritable tranquillité d'esprit pour la première fois depuis la mort de mon père. Thornfield Security Solutions a nécessité un type de reconstruction différent. L'entreprise elle-même avait survécu à la tentative de fraude d'entreprise de Jackson intacte grâce aux injonctions d'urgence que Martin avait déposées.
mais la nature publique de l'affaire avait soulevé des questions parmi certains clients quant à savoir si mes vulnérabilités personnelles indiquaient des faiblesses dans les protocoles de sécurité que nous fournissions pour protéger leurs organisations. J'ai passé des mois en réunion à expliquer aux dirigeants et aux membres du conseil d'administration comment même les mesures de sécurité les plus sophistiquées pouvaient être compromises par l'ingénierie sociale et la manipulation, comment la fraude de Jackson était moins une question de vulnérabilité technologique et plus une question de psychologie humaine. Ce qui m'a surpris, c'est que la plupart des clients ont trouvé ma volonté d'être transparente sur ce qui m'était arrivé plus rassurante que troublante. J'ai développé une présentation sur les leçons que j'avais apprises en étant ciblé par un escroc professionnel, transformant mon expérience douloureuse en un contenu éducatif qui aidait les responsables de la sécurité et les dirigeants à reconnaître des menaces similaires dans leurs propres organisations. La présentation est devenue l'une de nos offres les plus demandées, et Thornfield a en fait gagné des clients grâce à ma discussion publique sur la façon dont la manipulation et la fraude fonctionnent dans la pratique plutôt qu'en théorie. Mais la reconstruction professionnelle a été plus facile que le rétablissement personnel. Je me suis retrouvé incapable de faire confiance de la même manière que j'avais pu le faire naturellement autrefois. Chaque nouvelle personne que je rencontrais était évaluée à travers un prisme de suspicion que je ne pouvais pas désactiver. Chaque acte de gentillesse était examiné à la recherche de motifs cachés. Chaque relation était testée pour détecter des signes de manipulation ou de performance. Je savais intellectuellement que ce n'était pas une façon saine de vivre, que Jackson avait endommagé quelque chose de fondamental dans ma capacité à me connecter avec d'autres personnes. Mais savoir quelque chose intellectuellement et être capable de le changer émotionnellement étaient des défis entièrement différents. Diana a remarqué le changement en moi lors de nos réunions de planification hebdomadaires. 6 mois après la condamnation de Jackson, elle m'a apporté du café un matin et a fermé la porte de mon bureau avant de s'asseoir en face de mon bureau. « Tu dois parler à quelqu'un », a-t-elle dit sans préambule. « Un thérapeute ? Je veux dire, quelqu'un qui est spécialisé dans les traumatismes. »« Je vais bien », ai-je dit automatiquement, la réponse que j'avais donnée à tous ceux qui me l'avaient demandé. « Tu ne vas pas bien, Mia. Tu fonctionnes, ce qui est impressionnant compte tenu de ce que tu as traversé. Mais fonctionner n'est pas la même chose que guérir. Tu as reconstruit l'entreprise et sauvé la maison de ta mère et mis Jackson en prison. Maintenant, tu dois te reconstruire, et cela nécessite de l'aide. » Il avait raison, bien sûr. J'ai commencé à voir un thérapeute spécialisé dans les traumatismes complexes et la trahison. Les séances ont été difficiles, me forçant à examiner non seulement ce que Jackson avait fait, mais comment cela m'avait changé, comment cela avait altéré ma capacité à exister dans le monde avec un sentiment de sécurité ou de confiance. Le docteur Warren ne m'a pas poussé à pardonner à Jackson ou à libérer ma colère ou à embrasser à nouveau la vulnérabilité. Au lieu de cela, elle m'a aidé à comprendre que ce que j'avais vécu était une forme de violence psychologique, que ma lassitude et ma suspicion étaient des mécanismes de protection qui avaient servi un objectif important mais qui devaient être calibrés afin qu'ils ne contrôlent pas toute mon existence. Une conséquence inattendue de la médiatisation de l'affaire a été le réseau de survivantes qui m'ont contacté, des femmes qui avaient été ciblées par des stratagèmes de fraude similaires, qui avaient perdu de l'argent ou des biens ou des années de leur vie au profit d'hommes qui ne les avaient jamais aimées du tout. Certaines avaient été victimes de Jackson en particulier, d'autres de différents prédateurs qui opéraient avec la même cruauté calculée. Nous avons commencé à nous réunir de manière informelle au début, nous rassemblant dans des cafés pour partager nos histoires et avons réalisé que nous n'étions pas seuls dans ce qui nous avait été fait. Rachel Montgomery est devenue particulièrement importante pour moi pendant cette période. Elle a été la première victime connue de Jackson, la médecin du Connecticut qui avait perdu son cabinet médical et près de 400 000 $ avant de découvrir la vérité. Rachel avait passé des années à se blâmer, à remettre en question son propre jugement, à se demander comment elle avait pu être assez folle pour faire confiance à quelqu'un d'aussi complètement. La rencontrer et entendre son histoire m'a aidé à comprendre que ce qui m'était arrivé n'était pas lié à mon intelligence ou à ma sophistication ou à ma compétence professionnelle. Il s'agissait de rencontrer quelqu'un dont l'ensemble des compétences était construit autour de la manipulation et de la tromperie. Ensemble, Rachel et moi et plusieurs autres survivantes avons formé ce que nous avons appelé le réseau de prévention de la fraude. Nous avons pris la parole lors de conférences sur les crimes financiers et la fraude domestique. Nous avons écrit des articles pour des publications commerciales sur les signes avant-coureurs de la manipulation systématique. Nous avons fait pression pour obtenir des protections juridiques plus solides pour les victimes de fraude et de meilleurs systèmes de soutien pour les personnes qui essaient de se reconstruire après avoir vu leur vie systématiquement démantelée. Le travail m'a donné un sentiment d'utilité qui allait au-delà de mon propre rétablissement.
Il m'a permis de croire que quelque chose de bon pouvait émerger de la pire expérience de ma vie. 2 ans après ce mercredi après-midi où j'ai oublié mon passeport et découvert accidentellement la vérité, je me suis tenu dans mon nouvel appartement à Manhattan, regardant mon reflet dans le miroir de la salle de bain. La femme qui me regardait était différente de la personne que j'avais été, plus dure à certains égards, plus prudente, moins disposée à accorder sa confiance sans vérification, mais aussi plus forte, plus résiliente, plus certaine de ses propres capacités et de son jugement. J'avais vendu l'immeuble en grès brun de Brooklyn 6 mois après la condamnation de Jackson. Je ne pouvais pas continuer à vivre dans l'espace où il avait joué son plus grand rôle, où chaque pièce contenait des souvenirs qui étaient maintenant contaminés par la connaissance que rien n'avait été réel. Mon nouvel appartement était plus petit, un 2 pièces dans l'Upper West Side avec de grandes fenêtres qui remplissaient l'espace de lumière naturelle. Je l'avais décoré avec soin avec des meubles que j'avais choisis moi-même, des œuvres d'art qui signifiaient quelque chose pour moi personnellement, des livres qui tapissaient les étagères et me rappelaient que la connaissance et la compréhension valaient la peine d'être poursuivies, même si elles s'accompagnaient de douleur. Je sortais occasionnellement, mais jamais sérieusement. J'allais dîner avec des hommes que je rencontrais au travail ou qui m'étaient présentés par des amis, et j'étais toujours cordial et parfois même j'appréciais leur compagnie. Mais je ne laissais jamais personne s'approcher vraiment, je n'abaissais jamais les murs que j'avais construits pour me protéger de la vulnérabilité. Certaines personnes m'ont dit que j'étais trop prudente, que je devais apprendre à faire confiance à nouveau, sinon je passerais le reste de ma vie seule. Mais je n'étais pas d'accord avec leur évaluation. Je n'étais pas excessivement prudente, j'étais raisonnablement prudente. J'avais appris ce dont les êtres humains étaient capables lorsqu'on leur donnait accès à votre confiance et à vos ressources, et je n'avais aucune intention d'oublier ces leçons. Ma mère s'inquiétait pour moi, même si elle essayait de le cacher. Elle visitait mon appartement et commentait à quel point il était calme, à quel point il semblait vide malgré les meubles et les œuvres d'art. Elle me demandait si j'avais rencontré quelqu'un d'intéressant ces derniers temps, son ton étant soigneusement désinvolte, mais son inquiétude étant évidente en dessous. Je la rassurais en lui disant que j'allais bien, que je me concentrais sur mon travail et mon plaidoyer et la vie que je construisais à mes propres conditions. Elle hochait la tête et disait qu'elle comprenait, mais je pouvais voir dans ses yeux qu'elle se demandait si Jackson n'avait pas volé seulement de l'argent, mais aussi ma capacité à croire en une véritable connexion humaine. Peut-être l'avait-il fait. Ou peut-être avais-je simplement appris une vérité sur le monde que d'autres personnes avaient la chance d'éviter. Quoi qu'il en soit, la femme dans le miroir était la femme que j'étais devenue, pas brisée malgré ce que les autres pouvaient penser, pas endommagée au-delà de toute réparation, simplement changée d'une manière qui ne pouvait pas être défaite, portant une connaissance qui ne pouvait pas être oubliée, vivant avec une clarté sur la nature humaine qui était à la fois un fardeau et une protection. Je pensais parfois à Jackson, enfermé dans une prison fédérale au nord de l'État où il passerait les 15 prochaines années. Je me demandais s'il comprenait ce qu'il avait fait, s'il ressentait des remords pour les vies qu'il avait détruites, ou s'il regrettait simplement de s'être fait prendre. Je soupçonnais ce dernier. Les gens comme Jackson ne ressentent pas de remords sincères parce qu'ils ne considèrent pas les autres comme pleinement humains. Nous étions des ressources à exploiter, des rôles à jouer, des obstacles à surmonter ou à éviter. Mais il avait commis une erreur cruciale. Il avait ciblé quelqu'un qui refusait d'être détruit, quelqu'un qui avait les ressources, l'intelligence et la pure détermination à riposter. Et ce faisant, il avait créé exactement le genre d'ennemi qu'il aurait dû le plus craindre. La femme dans le miroir sourit légèrement à cette pensée, puis se détourna et retourna vivre la vie qu'elle avait construite à partir des ruines de la trahison. Si cette histoire de revanche stratégique vous a captivé jusqu'à la fin, appuyez sur le bouton j'aime dès maintenant. Ma partie préférée était lorsque Mia se tenait dans son hall d'entrée en écoutant la conversation téléphonique de Jackson, réalisant à ce moment précis que tout son mariage avait été un mensonge élaboré. Quel a été votre moment préféré? Déposez-le dans les commentaires ci-dessous. Ne manquez pas d'autres histoires captivantes comme celle-ci.